Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Basket Session Reverse, la chaîne qui décrypte au quotidien la NBA et ses matchs. Et pour le coup, hier soir, on a eu deux Game 7, les deux plus beaux mots dans le basket, Game 7. Deux matchs 7, Shai, deux séries épiques. Deux matchs 7 gagnés à l'extérieur. Victoire des Pacers sur le parquet des Knicks 130-109. Ça, c'était en début de soirée. Et ensuite, dans la nuit, le choc au sommet que beaucoup de monde attendait entre Denver et Minnesota. Victoire des Timberwolves 98-90. Des Timberwolves qui font tomber le champion en titre. Ouais, c'est un exploit immense. Déjà sur le papier, avant même le début de la série, c'était un exploit dans le sens où Denver était le champion, que Minnesota n'était pas l'équipe la plus attendue, même si, on l'a dit tout au long de la saison, les Wolves ont fait une très très belle saison. Et c'est un exploit parce qu'il y a le contexte du match, enfin, le déroulé du match est incroyable. C'est pas pour dire du tout que c'est Denver qui l'a perdu, attention, hein, parce il faut réussir à aller le chercher un match comme ça. Denver a compté jusqu'à 20, enfin, 20 points d'avance, un peu plus de 20. Peut-être à un C'est moment ils ça. ont dépassé 20 les 20 points en points. deuxième mi-temps. 20 points, ouais. 58-38. À la mi-temps, il y avait 15 points. Honnêtement, du point de vue des Nuggets, je me serais pas, d'un fan des Nuggets, je me serais pas particulièrement inquiété. T'as Anthony Edwards enfin, qui ratait son match en attaque. Tout était réuni pour que Denver gagne. Et bah, il y a une équipe qui a un mental invraisemblable, incroyable, des capacités défensives hors normes. On l'a déjà vu pendant la saison régulière et pendant ces playoffs, on l'a vu de manière encore plus spectaculaire. C'est Minnesota. Les Wolves ont absolument rien lâché. Ils ont défendu encore une fois à un niveau surnaturel de mon point de vue. Alors certes, est passé à côté dans un sens forcément parce que t'as que Jokic et Murray qui ont été à peu près à la hauteur de l'événement. Les autres ont été offensivement catastrophiques. C'est juste factuel, hein, je dis pas ça, c'est pas un jugement de valeur. Il n'y a aucun joueur qui a mis plus de 7 points à part les deux, c'est ça, hein, on est d'accord. C'est ça. Voilà, et du coup, Ils ont mis 69 des 90 points des Nuggets. bon, bah, voilà, sur deux joueurs, ce qui est pas forcément une formule payante. Et en deuxième mi-temps, voilà, il y a eu ce verrou défensif mis par les Wolves, de l'enthousiasme offensif. Rudy Gobert qui met un fade-away en turnaround sur Jokic dans le quatrième quart-temps pour donner plus 4. Enfin, il s'est passé tellement de choses, un retournement de situation énorme. Et en conclusion rapide, juste bravo à Minnesota parce qu'il n'y a pas grand monde, je pense, qui aurait misé sur la présence des Wolves en finale de conférence en début de saison. Et là, moi je considère ça comme un exploit et c'est comme une performance magnifique. Voilà, tout simplement. Ouais, ça fait 20 ans qu'ils ne sont pas allés en finale de Mm. conférence. 2004, la dernière fois, c'était aussi à l'issue d'un Game 7, ils s'étaient qualifiés. Et je me demande si c'était pas jour pour jour, c'était contre les Kings à l'époque. Mm. Ils s'étaient passé 4-3 avec Kevin Garnett. C'était leur seule finale de conférence aux Timberwolves. Ils vont retrouver ce stade de la compétition. C'est simple. Shai, tu parles de remontée fantastique. C'est le plus gros comeback de l'histoire des Game 7. Il n'y avait jamais eu une équipe qui avait remonté 15 points d'écart à la mi-temps sur un Game 7. Les Wolves l'ont fait. Tu as parlé de leur force mentale. C'est impressionnant. Ils ont mené 2-0 dans cette série. Ils se sont retrouvés à 3-2 contre les champions en titre avec Jokic qui enchaîne tout et les Nuggets qui gagnent 3 matchs de suite. Ils ont la force de gagner le Game 6 très largement. Et derrière, ils vont aller chercher le Game 7 après avoir été menés de 15 points avec Anthony Edwards qui est à côté de ses pompes. Il shoot à 6 sur 24. Il y a un truc avec Edwards, par contre, c'est il donne l'impression qu'il a jamais peur de rien, Mm. même quand il est complètement à côté de ses pompes, comme je viens de le dire. Et du coup, son équipe suit le pas. 6 joueurs des Wolves qui ont mis 10 points ou plus, 23 points de 4, 23 points de Jaden McDaniel. Ça a vraiment été le facteur X C'est offensif toujours le là, sur les facteur 2 X, hein, derniers matchs. c'est Edwards qui Ouais. le dit à chaque fois, mais ça s'est vérifié encore une fois. Ouais. Ouais, là, mais après, pour Denver, voilà, tu l'as dit, pas un joueur qui met un tir. Aaron Gordon complètement éteint, invisible, Mm. invisible sur ce match. Alors, grosse défense de Rudy Gobert qui a un énorme impact sur le jeu offensif de Gordon, mais pas de Gordon. Michael Porter Jr., il a tenté, lui, pour le coup, mais il a beaucoup raté. Michael Porter Jr., il a fait une série très mauvaise. Mm. 10 points par match, je me souviens plus, 37% au tir. Jamal Murray, il a fait le gros de son travail en deuxième mi-temps, en première mi-temps, pardon, mais en deuxième mi-temps, très discret. Et, Et juste sur il a été discret parce qu'Anthony Edwards, c'est juste pour compléter ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'Edwards, même quand il était pas dans un grand soir en attaque, il n'était pas inutile. Loin de là, c'est franchement, il a verrouillé Jamal Murray. Il s'est mis sur son dos, il a fait les efforts, il l'a complètement gêné et ça a énormément influé, je trouve, sur le sort du match aussi. Donc c'est aussi au crédit d'Edwards et des Wolves d'avoir une star qui est capable de faire ça. C'est pas tout le monde qui peut le faire.
Ouais, bah, ça défend. De toute façon, tu l'as dit, hein, la défense des Timberwolves, c'est impressionnant. Jokic, 34 points, 19 passes, 19 rebonds, pardon, 7 passes. Mais il y a une stat que j'ai envie de souligner, qu'on a déjà souligné, c'est celle à 3 points. Donc, tu vois, après le Game 6, on avait mis en avant les stats de Jokic à 3 points en disant ça va être un truc à surveiller sur le Game 7. 2 sur 10. 2 sur 10. 2 sur 10 à 3 points Jokic, complètement laissé seul. Même dans les moments chauds, les Timberwolves n'ont pas hésité à le laisser seul derrière l'arc. Et c'est à l'image, je pense, quelque part de sa campagne, parce qu'il finit à 13 sur 54 ou quelque chose comme ça à 3 points sur 14 sur 53, pardon. Donc 26% à 3 points sur les playoffs. Et contre les Timberwolves, 8 sur 35. Et ça a été un vrai facteur, c'est-à-dire qu'ils l'ont laissé seul. Et du coup, comment tu veux créer du jeu si au final, devant toi, il y a 4 mètres d'espace? Bah ouais, tu prends le tir. Des fois, il a essayé d'avancer, de se lancer. Mais derrière, tu as des mecs comme Kat et Gobert, ils sont capables d'encaisser le choc le moment où ils rentrent dans. Enfin, tout a été fait pour l'écarter de la raquette et l'écarter de son playmaking et le forcer lui à scorer de loin. Et bah, ça a payé pour Minnesota au final. Ouais, bon match de Kat aussi, il faut le souligner. Qui fait partie de ces éléments qui permettent de dire que cette équipe, comme Mike Malone l'a dit après, qui permettent de dire que cette équipe elle a été plus ou moins construite pour gêner Denver et pour être l'équipe qui bat Denver. L'année dernière, ça avait été un petit indice, ils les avaient gênés quand même au premier tour, c'était pas anodin. Et là, avec un 4 très fort offensivement, 23 points, en plus de McDaniels qui met aussi 23 points, et ils ont tous contribué parce que Nasrid a un très bon passage aussi, même s'il met que 11 points. Ouais. Il a un bon passage en attaque. Quart-temps. Voilà, un bon passage en attaque, deux très bons passages en défense aussi. Rudy met 13 points dans le panier important dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est marrant parce qu'après le match, Edwards et Kat en conf, ils ont dit en gros, à partir du moment où Rudy il a mis ce panier-là, on les a vus s'éteindre. Dans leurs yeux, c'était mort parce qu'ils se sont dit si même Rudy Gobert met un panier de ce niveau technique-là, parce que faut le regarder, il est quand même pas mal. C'est que c'est foutu et ça s'est terminé par. Je sais pas si c'est un. Donc j'utilisais le mot d'exploit. J'ai vu des gens parler de choke aussi parce que tu l'as dit, jamais une équipe a perdu un game set après avoir mené autant. J'arrive pas à identifier ce qui a pas été. Ça peut être plein de trucs pour Denver parce qu'il y a des choses dont tu parlais déjà en début de saison. Tu sais, le manque de profondeur. Là, ça a été assez terrible parce que leur banc a pas été efficace. Leur banc a eu zéro impact sur les playoffs. Sur les playoffs, voire sur la saison tout court. Ça t'avais vu juste là-dessus. Et aussi que les role players, les autres atouts offensifs de l'équipe, Michael Porter Jr., tu l'as dit, qui a traversé la série comme un fantôme, ça a fait la différence. Et je pensais quand même que Denver réussirait à passer. C'était sans compter une équipe que je trouve absolument bluffante quand même. Je pense que c'est pas un hasard si Denver sort à ce stade de la compétition. C'est simple, il y a des chiffres qui vont dans ce sens. C'est que depuis 2018, il n'y a pas une équipe qui a fait le doublé. La dernière équipe qui a fait le doublé, elle avait Stephen Curry et Kevin Durant. Peut-être 2 des 15 joueurs les plus talentueux de tous les temps. Je ne parle pas plus grand de tous les temps, je parle de plus talentueux de tous les temps. Sans compter qu'à leur côté, il y avait quand même Klay Thompson, André Iguodala, Draymond Green au passage, donc un paquet de Hall of Famers. Ça, c'est la dernière équipe qui a fait le doublé. La dernière équipe championne qui a ne serait-ce qu'atteint les finales de conférence, c'est aussi les Warriors. C'est 2019. Ça fait 5 ans que le champion il sort avant les finales de conférence. Et je trouve que moi, sur ce match, je sais pas si c'est un choke, mais les Nuggets, ils n'ont pas eu la fraîcheur physique pour faire la série qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas gagner une série défensive contre Minnesota. C'était impossible. C'est impossible. Et à chaque fois que Denver a mis moins de 100 points, ils ont perdu. Donc, de toute façon, c'est à partir de là, c'est clair. Et pour faire une série offensive, pour mettre du rythme, pour mettre de la folie, il faut de la fraîcheur physique. Il faut pouvoir être capable de courir. Il faut un banc, du coup, évidemment. Il faut des joueurs qui peuvent prendre le relais. L'absence de Bruce Brown, c'est normal, il allait chercher sa thune. Mais là, tu mets Bruce Brown au Nugget sur cette série, c'est pas du tout la même série. Mais là, t'as pas la fraîcheur physique pour faire une série comme ça. Jokic, Murray, il est un peu blessé. Ils peuvent pas pousser le rythme. Donc, tu pousses pas le rythme. Du coup, tu joues le jeu de Minnesota. Parce que je suis désolé, mais les Timberwolves, c'est loin d'être une équipe parfaite. Il y a des séquences encore sur ce match. Offensivement, c'est ignoble. Alors, Denver défend bien aussi. Mais il y a des possessions. Les Timberwolves, ils savent littéralement pas quoi faire en attaque.
Il y a des moments, cette équipe, elle ne sait pas quoi faire en attaque. Elle est excellente en défense, elle a des atouts aussi. Il y a 6 joueurs qui mettent plus de 10 points, comme je l'ai dit. Mais il y a des moments où au bout d'un moment, il passe juste la balle à Edwards à 15 mètres du cercle et ils lui disent vas-y, bon, bah, débrouille-toi parce qu'on ne sait pas quoi faire. Tu vois. Et lui, il prend des tirs très difficiles par moment. Ça explique aussi sur 6 sur 24. Hein. Il y a des fadeaway après avoir fait 2 feintes, il se retourne, mais juste parce qu'il n'y a pas de solution. Et malgré ça, les Wolves ont donc eu la série qu'ils voulaient. Je pense que les Nuggets, du coup, au-delà de la fraîcheur physique, il y a aussi la fraîcheur mentale. Ouais, t'es cramé en fait. Et regarde, je continue avec cette histoire-là de le champion en titre. Regarde 2023, les finalistes de conférence. Denver, l'année d'avant, ils sont en finale de conférence. À l'Ouest, l'année d'avant, ils ont été éliminés plus tôt. Ils jouent qui déjà, en finale de conférence? L'année dernière? Ouais, les Lakers. Lakers, Les Lakers qui, l'année avant, pareil, étaient sortis très tôt. À l'Est, tu as Boston. Boston qui est en finale de conf et ils perdent contre Miami qui l'année d'avant n'était pas là. Okay, tu vois, donc tu as une espèce de renouveau. Si tu regardes 2022, les Warriors en finale de conf, ils jouent les Mavericks. Non, les Warriors et les Mavericks, les deux équipes, elles n'étaient pas là l'année d'avant. Et de l'autre côté, tu as Miami qui n'était pas là en 2021 et c'est Boston qui n'était pas là non plus, je crois, l'année d'avant. Donc tu vois, il y a un... Et pareil, je pourrais te remonter à 2021 avec... Enfin bref, il y a toujours ce truc de se dire, mais c'est très long quand tu vas très loin en playoff. Ma caméra a bougé, pardon, mais c'est très long quand tu vas très loin en playoff. Et je pense qu'il manquait cette fraîcheur. C'est exactement ça. Enfin, Malone en a parlé aussi après. Alors lui, il tire pas du tout un trait sur ce qu'il avait évoqué l'année dernière, tu sais, pendant les célébrations du titre, il avait parlé de sa volonté de faire une dynastie. Et quand les journalistes lui ont forcément ressorti là en conf de presse, il a dit que lui, il considérait les Spurs comme une dynastie, mais que c'est une équipe qui avait jamais fait de back-to-back. Donc le challenge, ça va être de rester compétitif dans la durée. Et ça, en théorie, avec le noyau qui est là, c'est faisable parce que ta star, elle n'est pas encore... Jokic, il a quoi, 28, 29, enfin, ça et va. c'est le meilleur joueur du monde. Hein. Voilà. Et les autres autour, alors il va falloir rebooster Michael Porter Jr., je pense. Je sais pas à quel point les problèmes personnels qu'on n'a pas vu du coup pendant le tour précédent, il a réussi à incroyablement bien gérer. Je sais pas à quel point ça a interféré là, et du coup, il avait l'air complètement cuit. Jamal Murray, peut-être qu'il sera pas toutes les saisons en playoff diminué comme ça. C'est des joueurs qui sont encore relativement jeunes et qui, renforcés par du banc, je pense que ça va être l'objectif principal, c'est de mettre des mecs qui sont capables de les relayer, comme ils avaient trouvé avec Bruce Brown la saison dernière. Ils sont capables, ils ont encore le jus et les années pour être ce qu'on appellerait une dynastie de notre point de vue, quoi. Donc c'est un coup d'arrêt, mais c'est pas, je veux dire, ça signe pas la fin d'une ère pour les Nuggets. Enfin, moi je le vois pas comme ça en tout cas. Un truc tout simple, il y a combien de All-Stars aux Nuggets? Bah, c'est ça aussi, là, c'est là le mérite de Jokic, c'est un des rares. Il y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul. Ça ne peut pas être une dynastie Ouais. comme les Lakers. Et d'ailleurs, alors, il avait déclaré ça, Michael Malone, après le titre, mais il y a eu je me souviens d'un article de The Ringer avec une interview de Calvin Booth, où Calvin Booth, il expliquait, mais on ne travaille pas vraiment pour le doublé. Si on fait le doublé, c'est bien, mais on sait que c'est dur. Nous, on travaille sur l'avenir. Peyton Watson, aucun impact en playoff. Aucun impact en playoff, même pas utilisé sur ce match-là, mais on sait qu'il y a quelque chose. Il va à un moment être dans la rotation. Christian Brown, on l'a vu l'an dernier, mais c'est pas pareil d'être 6e homme que d'être 9e homme. Et ben là, on voit qu'il est limité. Tu vois, on voit que ça passe pas. Mais il est jeune, il va progresser. Là, on n'a pas vu du tout Strother, le rookie. Il y a plusieurs rookies, mais on l'a pas vu du tout. Et peut-être que l'an prochain, tu le verras. Tu vois, ils travaillent pas pour gagner 3 titres de suite. Il y a qu'un All-Star, tu gagnes pas 3 titres de suite. Tu gagnes pas 2 titres de suite avec un All-Star. Et tu vois, c'est aussi simple que ça. Tu veux gagner 3 titres de suite, tu as chaque Kobe. Tu as Jordan Pippen avec Rodman, tu vois. T'es les Warriors. Même les Warriors, ils n'ont pas gagné 3 titres de suite, tu vois. Les Cavs avec LeBron, Kyrie, Kevin Love, ils n'ont pas gagné 2 titres de suite. Donc tu veux gagner plusieurs titres de suite, il te faut plusieurs superstars. C'est pas le cas des Nuggets. Par contre, tu l'as dit, ils ont une base très jeune. Enfin, ils ont une base jeune, pas très jeune, mais ils ont tous moins de 30 ans leur cadre. Tu sais que tu vas être compétitif aussi longtemps que Jokic est dans son prime. Il y aura peut-être un autre moment où tu seras en position. Tu arrives un peu plus reposé. Tu vois, tu fais des changements. Michael Porter Jr., il a besoin de travailler sur son jeu. Il y a des choses à faire. Tu sais que tu auras de nouveau une opportunité, en fait. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que je disais que c'était qu'un coup d'arrêt et pas et pas une catastrophe industrielle non plus, comme d'autres équipes qui sont en fin de parcours. Enfin, parfois, ça peut être interprété comme ça. Mais
Mais du coup, bon, bah, ça donne une finale de conférence. Fallait quand même se lever de bonne heure pour la pronostiquer en début de saison, j'entends, parce que pour C'est toi, clair. tu nous avais dit que tu voyais Dallas en finale en cours Ouais, de mais saison. en début de saison, Pas en jamais je début de t'aurais dit saison, voilà. Dallas, Minnesota. Jamais, Minnesota, jamais, Minnesota, jamais. Et non, je je crois que pensais pas non plus. Minnesota, avant le début des playoffs, je t'aurais pas non plus dit que. Je me souviens. Attends, euh, il n'y a pas plus tard, je sais pas, mars ou février, on était là. Non, mais les Timberwolves, Hmm. moi le premier, hein. Pour moi, C'est impressionnant la perf des Timberwolves. leur plafond, pour moi, c'était de passer un tour. Et puis après, forcément, en tapant Denver, le champion, c'était compliqué. Là, ils ont montré quand même. Déjà pour maintenant, c'est ce que je disais pour OKC la dernière fois, c'est-à-dire que même si là c'est pas passé, tu sais que là tu Mm. as une base. Alors c'est pas la même jeunesse pure et dure, même si le franchise player est très jeune, mais tu sais que là, même si ça passe pas cette année, tu as montré des trucs qui font que tout le monde va te craindre et que tu es attendu en termes de compétitivité pour les années à venir, c'est sûr. Alors que c'était pas si simple à imaginer après l'année dernière, très compliqué. Et ils ont pas changé de coach, ils ont pas changé d'ossature, Ils ont pas changé l'équipe. ils ont rajouté des trucs ici et là, mais c'est pas. Voilà. Donc ça fait une finale de conf qui va être assez incroyable et dur à pronostiquer, je trouve aussi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. On peut parler un peu de Dallas qui a sorti OKC avant de Mhm. revenir sur Indiana New York. Dallas qui donc ce week-end avait battu OKC, c'était un match 6 très serré, Ouais. 117-116 à la toute fin. Pareil, comeback des Mavs, hein. Gros comeback des Mavericks, le Thunder était devant. Les Mavericks ont réussi un gros comeback et au final il y a une faute. Euh, un peu bête, je suis désolé de le Ouais, dire comme ça, non mais il une l'a faute dit. un peu bête de chez Gildeus Alexander, qui a fait des très bons playoffs, soit dit en passant, mais qui fait une faute bête sur PG Washington à la fin, ça donne les lancers, voilà, et PG Washington donne la victoire à Dallas, et Dallas sera donc en finale de conf. Tu as tout à fait raison, série très dure à pronostiquer, série qui s'annonce très défensive, on a les deux meilleures défenses Des playoffs, ouais. des playoffs, ouais, ou même de la ligue peut-être, les deux meilleures défenses de la ligue face à face en fait pour une finale de conf. Voilà, à l'heure où on sort le MOOC défense, au passage, Petite c'est promo. vraiment. Non, c'est plutôt bien trouvé. Ça s'annonce, ça sera une très belle série. J'ai vraiment hâte de regarder ça pour le coup. Ouais, et c'est marrant, j'ai du mal à me dire que Dallas est une des meilleures défenses. J'ai tellement passé de temps à dire, ah, avec Kyrie et Luka, comment tu peux espérer, machin. Mais au final, là, ce match contre KC, ils ont réussi justement encore à montrer des ressources à la fois en attaque et en défense. Et même avec, tu vois, Luka et Kyrie n'ont pas fait des matchs surnaturels. Alors Luka fait un triple-double encore, hein, en jouant très juste, en prenant pas forcément beaucoup de tirs. Et, Troisième triple-double de suite, au oui, passage. voilà, quand même. Mais c'est surtout, c'est les autres autour. Moi, c'est ça qui fait que Dallas continue de remonter dans mon estime et en termes de crédibilité pour aller en finale. Parce que ce qu'a fait Derek Lively, ce qu'a fait Derrick Jones Jr., je m'attendais pas à les voir à ce niveau-là maintenant, là, en playoff. Donc, série très incertaine. Mais là, je suis sur le côté très récent de ce qu'a montré Minnesota. Je suis encore sous le choc de la série, du niveau défensif montré pendant cette série. Et j'ai l'impression que, on en parlait un peu entre nous, mais il y a une petite vibe Pistons, Pistons 2004 chez ces Wolves, avec des joueurs qui. Alors, bon, il n'y avait pas Anthony Edwards aux Pistons, mais il y avait un énorme collectif défensif et des joueurs qui, de manière alternative, pouvaient. De Euh, grands. voilà, oui, c'est ça. Et pouvaient marquer 15 points un soir, très peu le lendemain. Donc, il y a une vibe un peu comme ça. Et bon, ça fait que je sais absolument pas à l'heure qu'il est ce que je vais pronostiquer. En termes de score sur cette série, on verra au fur et à mesure avant que le game 1 commence. Juste pour. C'est vrai qu'on en parlait en off. Minnesota, donc. À Minnesota, il y a Tim Connelly. C'est l'ancien GM des Nuggets. C'est lui qui a construit les Nuggets. Mhm. C'est lui qui a drafté Murray. C'est lui qui a drafté Jokic. C'est lui qui a fait venir Aaron Gordon. Il a construit cette équipe. Il est parti avant le titre. Quand il est parti à Minnesota, il a retrouvé Mika Nori, ancien des Nuggets, Chris Finch, ancien des Nuggets. Il y a une vraie filiation entre les deux Mhm. équipes. Il y avait une vraie volonté de construire une équipe capable de battre les Nuggets. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec les grands. Ils ont prouvé leur plan a marché. Faire venir Rudy Gobert, tout ça, tout a payé. Par contre, l'équipe des Mavericks, elle est construite complètement différemment de celle des Nuggets. Donc en fait, tu as une ADN pour battre une équipe, mais pas forcément pour Ouais. battre une autre. Ça ne veut pas dire que Dallas est meilleur que Minnesota, ça ne veut pas dire que Dallas est meilleur que Denver, mais par contre, au niveau du match-up, c'est une configuration complètement différente. Les Timberwolves ont des arguments défensifs pour envoyer à la fois sur Kyrie et sur Luka. Ils peuvent mettre Jaden McDaniel sur Luka ou sur Kyrie et Anthony Edwards sur l'un ou l'autre. Donc avec derrière Gobert,
qui défend la raquette. Donc il y a vraiment quelque chose. Mais sur une série défensive, les deux équipes peuvent défendre très fort. Ça peut payer. Tu vois, contrairement à Denver, où je pense qu'il n'y avait aucune chance que Denver gagne une série défensive, Dallas peut gagner une série défensive contre Minnesota. Parce que Luka et Kyrie, même en leur mettant, je sais pas, Gary Payton sur le dos, ils peuvent aller mettre 40 points un soir, tu vois. Il y en a 2 du côté de Dallas. Et ça, je pense, ça peut faire une vraie différence. Alors là, je dis pas forcément que les Mavericks vont gagner cette série, mais on sent que tu as envie de le pronostiquer quand même. Non, mais c'est pas une histoire de pronostic. En fait, après, moi, ma finale, c'est Boston-Dallas. C'est ce que j'ai mis depuis un moment maintenant. C'est vraiment, on veut parler de pronostic. Mais au-delà de pronostic, j'essaye de réfléchir à comment peuvent se passer les choses en se détachant même de mon pronostic. Je pense que, comment dire, les atouts des Nuggets ne sont pas les mêmes que ceux des Mavericks. Et du coup, forcément, ça donne une autre série. Ça ne veut pas forcément dire que Dallas va gagner, mais je dis que le moule de la série sera différent et peut profiter à Dallas plus facilement que ça n'était le cas pour Denver, je pense. C'est possible. Mais voilà, ça ne veut pas dire que Dallas gagnera cette série, évidemment. Et franchement, ça va être beau à voir. On peut passer à l'autre game set. C'était plutôt dans la soirée. Indiana a choqué le Madison Square Garden. 130-109. 67% de réussite au tir, c'est un record sur un match de playoff. C'est même pas sur un game set, je crois, c'est sur un match de playoff. Et 76% en première mi-temps. Ils n'ont pas raté un tir. Ils n'ont pas raté un tir. C'était invraisemblable. dans une salle surchauffée, dans un contexte de game set, c'est très fort ce qu'ont fait les Pacers en termes d'adresse. On peut, évidemment, on peut nuancer. Il y a plein de gens qui disent oui, au premier tour, ils ont joué telle équipe qui était avec tous les blessés, au deuxième, pareil. Mais au final, ils se retrouvent en finale de conférence. Il faut savoir exploiter les problèmes adverses. Et là, ils sont tombés sur des Knicks qui étaient certes en lambeaux, mais qui étaient à domicile. Et le temps d'un match, ils auraient très bien pu retrouver, faire ce qu'il faut pour passer. Et non, les Pacers leur ont laissé aucune chance. Et c'est fou, c'est pareil. En début de saison, ça aurait été encore plus fou d'imaginer Indiana en finale de conférence. Tu vois, une équipe jeune, une équipe ultra offensive. On a l'impression que c'est. Alors, même si on est à une ère très offensive de la NBA, ça avait l'air tellement déséquilibré le rapport niveau offensif, niveau défensif que c'était presque impossible d'imaginer Indiana là, en finale de conférence. Et là, ils ont réussi. Ils l'ont réussi. C'est assez admirable. Et là, l'adresse a fait la différence. L'adresse plus le fait qu'il y avait une sorte de malédiction sur les Knicks. Alors certains diront que c'est la méthode Thibodeau qui a cramé ses joueurs, mais ils ont vraiment pas. Voilà, sur les blessures, ils ont quand même pas eu de bol au-delà même de la simple surutilisation des cadres. Oui, t'as raison, ils n'ont pas eu de bol et il y a vraiment un contexte. Il a manqué Julius Randle sur les playoffs, Mitchell Robinson depuis quelques matchs. OG Anunoby n'a pu jouer que 5 minutes hier. Josh Hart a joué malgré la douleur. Par contre, les Knicks, ils menaient 2-0. Hein. Ouais. Les Knicks, ils menaient 2-0. Donc derrière, il n'y a pas de nouvelles blessures. Enfin, si, il y a celle d'Anunoby qui coûte très cher, mais il y a aussi de la fatigue, liée à la surutilisation. C'est ce que beaucoup d'observateurs ont dit depuis le début des playoffs, c'est de se dire bah oui, mais c'est bien beau de passer un tour contre les Sixers, etc., une série très serrée, mais plus les matchs vont passer, plus les Knicks vont avoir des problèmes et vont être fatigués. Et Bronson, qui a été merveilleux par moment, hier il est maladroit, il est à 6 sur 17, après il se casse la main. Il se casse la main, fracture de la main. Donc, ouais. Mais c'est paradoxalement sans lui que les Knicks reviennent à 7 points, et là il y a TJ McConnell qui remet de l'ordre dans la maison. C'est bien, cette fois-ci il n'a pas été nul, il a été très précieux, 12 points, 7 passes, et notamment c'est vraiment lui quand les Knicks reviennent qui met de l'ordre et qui passe un 15-4 avec ses coéquipiers. Toujours ce banc des Pacers. Toujours ce banc des Pacers, c'est fou, hein. Ils sont très très efficaces, ils fonctionnent vraiment bien ensemble, les différents line-up sont très très bien étudiés. Et Carlisle a fait un superbe taf de coaching parce que c'est une équipe à forte dominante offensive. On sait que en playoff parfois tu le payes cash parce que t'as pas la même. Tout change par rapport à la saison régulière en termes de dynamique. Et là ils ont réussi sur pas mal de matchs finalement parce qu'à domicile ils n'ont pas du tout tremblé non plus. Et c'est impressionnant, ce qu'ont fait les Pacers. Et c'est pareil, ils jouent sans pression, sans complexe. Ils savent que s'ils vont pas en finale NBA, personne va leur dire vous avez déconné. Et c'est une équipe qui sait saisir des opportunités. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a plein d'équipes qui avaient des fenêtres de tir et qui les ont pas saisies.
Là, je veux dire, la fenêtre de tir était pas si simple et ils l'ont saisi assez magnifiquement, indépendamment de ce qui arrive aux Knicks et de ce que eux aussi payent par rapport à probablement la méthode de leur coach. Et, Que j'aime à la folie, hein, mais tu le sais, mais c'est sûr que là, je peux, je peux plus nier le fait qu'ils sont complètement cramés et que le fait que la rotation était trop serrée et que les mecs jouent 48 minutes, ça, au bout d'un moment, forcément, ça joue, c'est sûr. bah, et tu sais, pour les Pacers, alors oui, c'est pas de leur faute déjà si les autres équipes ont des blessés, mais si eux n'ont pas de blessés, c'est peut-être justement aussi parce qu'ils ont une rotation très large. Ouais. Et voilà, et du coup, ça tourne, ça maintient un certain niveau de jeu. Tes stars, elles jouent, tu vois, là, sur un game set, Tyrese Haliburton, il joue 33 minutes. C'est la superstar de l'équipe. Si je te prends les Timberwolves, Edwards, il en a joué 44. Alors évidemment, c'est le score aussi qui explique, hein. Et Jokic, il en a joué 47. Tu vois, il y a les Pacers, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin, ça joue autrement et ça maintient ton équipe en bonne santé. Et pour aller loin, on sait, il faut aussi avoir une équipe en bonne santé. Toujours été un facteur en playoff, ça sera toujours un facteur en playoff. Et d'ailleurs, les Pacers joueront des Celtics qui seront privés de Porzingis sur au moins les 2 premiers matchs. Et ça ne m'étonnerait même pas qu'ils le laissent quasiment presque toute la série au frais. Parce que là, on ne va pas se mentir, les Celtics, Ils sont ultra favoris. c'est... leur net rating sur les playoffs aux Celtics, c'est plus 13. Je pourrais regarder en même temps, mais je suis pas sûr là de retrouver une équipe qui a plus 13 comme net rating sur les playoffs au cours des 20 dernières années. Ouais. Je le fais en même temps si tu veux, mais Ouais, du coup, j'en profite pour. Enfin, c'est dingue de se dire qu'Indiana, ça fait combien d'années, par exemple, que les Pacers mettent Miles Turner sur le trading block, enfin, qu'on dit qu'il va partir. Ils ont proposé le truc avec DeAndre Ayton, ça se fait pas. Enfin, il y a plein de choses ou à peu de choses près, je pense, les Pacers en sont pas là et pareil, ils ont maintenu un peu leur confiance dans plusieurs de leurs joueurs majeurs. Ils ont tenté le move avec Siakam qui, au final, ça c'est payant parce que même si dans un premier temps on n'a pas vu une alchimie phénoménale entre Siakam et Haliburton, bah, ils sont chacun ils sont très utiles et Siakam apporte son expérience, le sang-froid, la capacité à bien défendre, enfin toutes ces choses-là et bah, c'est aussi une ode au bon travail de la part des Pacers, même si bah, je pense pas être le seul à penser que Boston devrait normalement passer assez tranquillement ou pas, mais devrait passer en finale après cette série-là. Ouais. paradoxalement, c'est peut-être Indiana qui prendra le plus de matchs à Boston. Peut-être Tu qu'Indiana, on penses, peut ouais. en prendre 2, au moins à l'Est. Ils peuvent en prendre 2, je dirais, pas plus que 2. Ça Ouais. m'étonnerait que Boston perde plus que 2 matchs, mais je pense qu'ils peuvent en prendre 2. Siakam, j'adore les combinaisons de Siakam avec 4 remplaçants, c'est vraiment des 5 que je trouve très Ouais. efficaces. Et du coup, je suis allé trouver la dernière équipe qui a plus 13 de différentiel, c'est les Warriors de 2017. Donc la Encore. première année de Kevin Durant, Ouais. quand Kevin Durant a faim et qu'il n'a pas de titre, qu'il n'a pas encore de bague, que les Warriors ont perdu un seul match de playoff. Voilà, il faut remonter une équipe. Voilà, pour trouver la trace d'une équipe aussi dominante que Boston en playoff, il faut remonter à 2017. Je pense que vraiment, et ça pour moi, c'est encore un truc de les Celtics, ils n'ont pas le droit de se planter, quoi. Alors, pas le droit. Façon de parler, tu vois, je sais, je suis d'accord que s'ils perdent 4-3 la finale, Mm. mais tu es au stade où non, tu as dominé. Tu vois, c'est comme, dans ce cas-là, c'est comme quand tu as gagné 72 matchs en saison régulière. Tu vois, on te dit la bague ou rien, sinon ça vaut rien tes 72 wins. Mm. Là, tu vois, alors que pourtant, bah, si tu perds 4-3 en finale, tu vois, on pourrait se dire, bah non, on a été proche du titre. Mais non, tu vois, je pense qu'il y a certains stades où tu atteins un niveau de domination, bah, tu dois de concrétiser jusqu'au bout. Et je pense que Boston rentre dans cette catégorie de on doit concrétiser jusqu'au bout quand même. C'est sûr, non, mais ils sont ultra favoris, il n'y a pas à dire. Mais c'est possible que les Pacers, pareil, sur leur enthousiasme, leur capacité à attaquer fort, à jouer très vite, les dérange sur un match ou deux. Ça je veux bien l'entendre. Mais même sans Porzingis, j'ai quand même l'impression qu'il y a une marge pour Boston. Enfin, Mm. on verra de toute façon. Là où je suis, enfin, ça n'a rien à voir, j'y repense, mais je suis juste un tout petit peu inquiet pour New York parce que il y a eu une hype cette saison, un enthousiasme de tout le monde autour de l'équipe, à juste titre. Et malheureusement, je connais mon Tom Thibodeau. Je connais les 10 commandements de Tom Thibodeau. C'est-à-dire il arrive, il change la culture de l'équipe. Les joueurs travaillent dur. Donc là, c'est le cas. Hein. Il a clairement des joueurs à son image. Tu as des joueurs qui performent au-delà de toute attente. Une star qui naît un peu de ce système-là. Là, tu as Jalen Brunson. T'as un run en playoff assez long comme suite cette année. Puis tu as des blessures folles qui arrivent à arriver, des blessures un peu graves.
Les fans qui défendent Thibodeau, puis la saison d'après, vu que ça marche moins bien, qui se retournent contre lui. Et ça finit en général par malheureusement la fin de l'aventure. Alors je l'espère pas, je le souhaite pas, j'espère juste que tout le monde va revenir en forme, qu'ils vont faire des petits ajustements aussi pour surfer sur cette super saison, mais j'ai un peu peur malheureusement pour les Knicks la saison prochaine. Moi, j'aimerais que les Knicks ils aient une autre star en plus. Mm. J'aimerais qu'ils dégagent un peu de le... genre, mais c'est pas vraiment faisable. Mais autre star, je parle pas de Brandon Ingram, quoi. Je parle de vraie star. Un mec qui demanderait son trade et qui dirait ah, moi je veux aller jouer aux Knicks. Mm. Mais Ça arrivera pas, hein. je pense pas que ça arrivera. Ouais. Ça arrivera pas, genre, les gens ont pas envie de. Tu vois les sondages à chaque fois en saison, pour quel coach avez-vous le moins envie de jouer? Les mecs ils disent Thibodeau, sauf ceux qui l'ont eu parce qu'ils aiment bien voilà, la culture du travail dur et tout ça. Bon. Mais les stars ont pas envie d'aller jouer pour Thibodeau, je pense. Donc si c'est toujours lui le coach, je vois pas quelqu'un dire ouais, ce projet me convient. À part quelqu'un Jimmy qui aurait Butler. quelqu'un qui aurait des attaches avec New York. Ouais, Jimmy Butler, mais bon, il l'a eu à Minnesota, ça c'est pas très très bien. Mm. Il l'avait eu à Chicago, certes. Mais donc je pense pas que ce soit l'hypothèse la plus solide. Je pense qu'il va repartir avec ses gars, toujours avec cette même philosophie, qu'il y a la fatigue mentale qui s'installe aussi, en plus de la fatigue physique, parce que là les mecs sont tous fracassés entre les fractures de la main et Josh Hart, il est blessé aux abdominaux, il pouvait même pas respirer Ouais. sans souffrir. Donc, Ouais, c'est dur. au final, je sais pas, il y a que Dante DiVincenzo qui finit la série sans pépin physique, je pense, et du coup c'est lui qui met 39 points hier. Mais oui, voilà, je partageais juste cette petite inquiétude à propos d'Enix, mon côté L'arc un peu Thibodeau. pessimiste sur l'art Thibodeau. Les finales de conf, du coup, ça commence dans la nuit de mardi à mercredi. On aura d'abord le Indiana-Boston match 1, puis mercredi, il y aura le premier match entre Dallas et Minnesota. Demain, il y aura quand même un CQFR. On parlera sans doute un petit peu des finales de conférence, plus en détail. On reviendra peut-être sur certaines news qui sont tombées d'ici là. Il y aura pas mal de déclarations, à mon avis, à exploiter. Donc voilà, demain, on sera au rendez-vous. Pas de podcast exceptionnellement aujourd'hui. Ça sera demain. Ouais. Donc demain, vous aurez un podcast sans doute spécial, finale de conférence, qui sera posté sur la chaîne YouTube. Et nous, on se dit à demain. Bonne journée à tous. Ciao. Ciao, ciao.